Voilà, donc je vais vous présenter le musée de la Compagnie des Indes, qui est un musée qui est conçu comme un voyage. Donc le but, c'est de faire un voyage à partir de maintenant. Donc si tout se passe bien, nous allons aller jusqu'en Inde et jusqu'en Chine. Comme le voyage est un peu long, on fera escale. Alors on fera escale, on verra, en fonction des vents, là où ils vont nous porter, donc les Mascareignes ou l'Afrique, pour se rendre donc jusqu'en Inde et en Chine, en parlant donc et des différentes marchandises, du port de l'Orient, desquels partaient les navires vers les contrées lointaines, qu'est-ce que c'est que les Indes orientales, qu'est-ce que c'est que les Indes occidentales, quels sont les produits qu'on allait chercher là-bas, peut-être évoquer un petit peu les voyages à bord de ces navires de la Compagnie des Indes, et puis un petit peu la traite négrière aussi, parce que ça fait partie malheureusement de l'histoire qu'on doit assumer aussi. Et on parlera ensuite des marchandises plus spécifiquement, donc essentiellement les cotonnades, les textiles ramenés à l'époque des compagnies des Indes, et puis peut-être une dernière petite escale en Chine où on évoquera rapidement les porcelaines. Peut-être rappeler un petit peu les différentes marchandises des compagnies des Indes. Donc si les hommes ont pris la mer et s'ils ont bravé leur peur ancestrale de l'océan, c'est avant tout pour aller chercher des marchandises qu'on ne trouve pas en Europe. Et parmi ces marchandises, il y en a une à l'époque qui surpasse toutes les autres, c'est les épices. Donc c'est pour les épices que les hommes ont pris la mer, essentiellement le poivre. Le poivre à l'époque avait la même valeur que l'or. Et toutes sortes d'épices, mais en gros le top 3 des épices à l'époque, c'est le poivre, le clou de girofle et la noix de muscade. Voilà. Plus cher que l'or, plus cher que les pierres précieuses, ce sont des trésors qui transitent sur les mers à l'époque. Donc les épices principalement. Derrière les épices, on va trouver aussi tout ce qui est drogue. Alors ce qu'on appelle les drogues au XVIIIe siècle, ce sont les boissons excitantes. Donc le thé et bien sûr le café. Donc le thé qui est chinois, qui est exclusivement chinois. Alors, vous allez me dire, mais il y a du thé en Inde. Alors certes, il y a du thé en Inde, mais attention, s'il y a du thé en Inde, ce n'est que parce que les Anglais ont été volés le thé aux Chinois et l'ont acclimaté en Inde. Donc un des plus grands faits d'espionnage industriel de tous les temps. Voilà. Et le café, pour la petite anecdote, le café est originaire du bout de la péninsule arabique, de Mocha. Pensez à l'arabica, qui va vous donner donc l'origine du café, qu'on a tendance parfois à imaginer plus en Colombie, au Brésil et dans les pays d'Amérique centrale. Le café est originaire d'Arabie. Et ce sont encore une fois nous, les Européens, qui au XVIIe siècle ont été volés le café à l'Arabie et l'ont acclimaté dans le monde entier. Le café, c'est un des plus grands voyageurs du monde. Voilà. Et on l'a effectivement beaucoup acclimaté en Amérique. Voilà. Ensuite, donc, derrière les épices, le thé, le café, on va avoir effectivement tout ce qui est textile. Donc la soie, mais attention, à l'époque dont on parle, donc la Compagnie des Indes, on connaît déjà en Europe les procédés de fabrication de la soie. Il y a un autre tissu qui va révolutionner nos modes vestimentaires. On a oublié à quel point, c'est le coton, bien sûr. Et la dernière marchandise, celle pour laquelle on va armer des navires jusqu'en Chine, c'est la porcelaine. Donc toutes ces marchandises, depuis très longtemps, transitent vers l'Europe. En fait, elles transitent vers l'Europe par la voie terrestre, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu ni les Européens, ni les bateaux pour faire ce commerce. Ce commerce, il se fait depuis très longtemps via cette mythique route de la soie. Donc la route de la soie fait 7000 km, elle traverse donc toute l'Asie centrale. Donc c'était les Arabes qui détenaient ce commerce. Finalement, on voit bien, l'Arabie est bien située. Elle est à mi-chemin entre l'Europe et l'Extrême-Orient.
En plus, les Arabes possèdent un animal assez formidable quand il faut traverser le désert, donc le chameau, donc sous forme de caravanes, ces fameuses caravanes de chameaux qui partaient d'Arabie, qui allaient traverser donc des zones complètement désertiques où il fait très chaud en été, très froid en hiver, des routes truffées de bandits de grands chemins qui attendent le passage des caravanes. Donc les Arabes partaient chercher ces marchandises en Chine et en Inde. Ils ne les payent pas très cher dans le pays d'origine, mais la route, il fallait la faire. 7000 km, 2 ans de voyage pour rejoindre les échelles du Levant. Donc les échelles du Levant, ce sont les villes orientales qui bordent la Méditerranée, mais vraiment le terme du voyage pour la plupart des marchandises, c'est Byzance. L'actuel Istanbul, la frontière entre l'Orient et l'Occident, et c'est là que les Européens à l'époque, donc quand je dis à l'époque c'est Moyen-Âge, Antiquité, Moyen-Âge, viennent s'approvisionner donc en marchandises exotiques, donc les fameux marchés aux épices de Byzance. Et arrivé ici, la marchandise, il faut bien imaginer qu'elle ne vaut pas le même prix que dans son pays d'origine. Comme je vous l'ai dit, la route, il fallait la faire. Elle vaut 200 fois plus cher. Donc au bout d'un moment, les Européens se sont dit que peut-être qu'ils pourraient eux-mêmes, d'autant qu'il va y avoir la chute de Constantinople, donc qu'ils pourraient aller eux-mêmes chercher ces marchandises en Extrême-Orient. On est à la fin du Moyen-Âge. On ne va pas passer par la route de la soie, nous. Les Arabes détiennent ce monopole depuis des siècles et des siècles. On va essayer de contourner le monopole que détiennent les Arabes et on va le contourner par la mer. C'est une grande première dans l'histoire. La mer fait extrêmement peur, comme je vous l'ai dit, on est à la fin du Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, on a oublié certaines avancées scientifiques de l'Antiquité au profit d'une religion assez écrasante. Et notamment, on a oublié une chose qui est primordiale si on veut prendre la mer. La terre est ronde. Voilà. Donc c'est vrai que ça faisait un petit peu peur au début de s'aventurer loin des côtes, puisqu'on ne savait pas ce qu'on allait y trouver. Et on va dire que l'enfant du Portugal, à l'époque, donc a donné la voie, puisqu'il va envoyer donc des aventuriers, on peut vraiment dire ça, des explorateurs, mais ce sont vraiment des aventuriers quand on voit les premières cartes, les portulans de l'époque. Ces premiers Européens qui vont donc s'aventurer sur les mers, ce sont les Portugais. Les Portugais partent de Lisbonne et vont longer le continent africain. Alors l'Afrique, on ne connaît pas très bien à l'époque. On connaît jusqu'au Cap Bojador. Alors encore une fois, replaçons-nous dans ces croyances et ces légendes médiévales. Au-delà du Cap Bojador s'étend la mer des ténèbres. Elle est peuplée de monstres marins, plus effrayants les uns que les autres. Et au-delà du Cap Bojador, la mer bout. Donc on a quand même relativement peur d'aller se faire cuire au-delà du Cap. Voilà. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais par vagues successives d'explorateurs, on va descendre de plus en plus loin le long des côtes africaines. Le problème, c'est qu'encore une fois, je vous l'ai dit, on a peur du large. Donc on va faire du cabotage, on va longer les côtes. Tant qu'on voit les côtes, tout va bien. Prendre le large, ça fait peur. Mais le problème, c'est que le long des côtes africaines, il n'y a pas de vent. Donc c'est des voyages qui n'avancent pas. Et donc on va, par vagues successives d'explorateurs, descendre de plus en plus loin, mais c'est des voyages qui durent. Et faute de vivre, on est obligé de remonter vers le Portugal. Et il y a un premier navigateur qui comprend une chose, qui comprend que s'il ne part pas vers le large, s'il ne va pas chercher les vents qui vont pousser son navire vers le cap des tempêtes, vers la fin de l'Afrique, en admettant que l'Afrique est une fin, ça on n'en est pas sûr, s'il ne va pas chercher les vents, il ne trouvera pas la fin de l'Afrique et il n'arrivera pas dans l'océan Indien. Ce premier navigateur va faire ce qu'on va appeler en espagnol la vuelta. Il va partir vers le large, il va effectivement trouver les alizés. Les alizés qui vont pousser son bateau vers le cap des tempêtes, que l'on va renommer le cap de Bonne-Espérance, c'est beaucoup plus porteur. Et il arrivera donc dans l'océan Indien. Ce premier navigateur, il n'est pas resté très célèbre dans les livres d'histoire. Alors pourquoi ? Parce qu'arrivé dans l'océan Indien, il a fait demi-tour, il est rentré au Portugal. Il y a eu une mutinerie sur son navire, il n'est pas allé jusqu'en Inde, il s'appelait Bartolomeo Diaz. Alors ceci dit, Bartolomeo Diaz, il a ramené une grande nouvelle au Portugal. L'Afrique a une fin. Et grâce à cette grande nouvelle,
Vasco de Gama, lui il est beaucoup plus célèbre, va passer le cap de Bonne-Espérance, mais atteindra surtout Calicut en Inde. Et donc à partir de là, le commerce qui autrefois se faisait par la voie terrestre va se faire par la voie maritime. Les marchandises vont alimenter le port de Lisbonne. Le Portugal sera immensément riche à cette époque-là. Les nations européennes viennent s'approvisionner à Lisbonne. Mais on va passer, donc après le Moyen-Âge vient la Renaissance, et avec la Renaissance arrivent les guerres de religion. Donc les Portugais sont catholiques. Ils vont fermer l'accès du port de Lisbonne aux grandes nations qui ont adopté la religion protestante. À l'époque, c'est le cas de l'Angleterre, on est sous le règne d'Élisabeth, c'est le cas de la Hollande aussi. Les Hollandais, les Anglais ne peuvent plus s'approvisionner à Lisbonne. C'est pas très grave à vrai dire, ce sont de grands marins, ils sont très forts en construction navale et ils sont très agressifs sur les mers. Et donc s'ils ne peuvent pas s'approvisionner à Lisbonne, ils vont armer eux-mêmes des navires et ils vont aller chasser manu militari les Portugais des comptoirs qu'ils avaient créés en Asie. Les marchandises ne convergeront plus tellement à Lisbonne, mais à Amsterdam et à Londres. Et donc, vous l'avez compris, les Hollandais et les Anglais ont créé les premières compagnies des Indes. Voilà, donc on est en 1600 pour les Anglais, on est en 1602 pour les Hollandais, et on est en 1664 pour les Français. Et oui. Il faudra attendre le règne de Louis XIV pour nous parce que c'est très symbolique. Louis XIV, c'est le roi soleil. Le soleil rayonne sur toutes les mers du globe. Louis XIV veut sa compagnie des Indes, pour contrer également les Anglais qui la possèdent depuis un certain moment. Et il va demander à Colbert, ce fidèle ministre, de créer cette compagnie des Indes, donc en 1664. Alors, une compagnie des Indes, c'est une association de commerçants, de négociants, qui ont reçu du roi le monopole du commerce dans les contrées lointaines. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si vous, à cette époque-là, vous voulez armer un navire et faire du commerce en Asie, à titre privé, vous n'avez pas le droit de le faire. Il faut faire partie de la Compagnie des Indes. Donc c'est un privilège royal. Ça c'est important pour l'histoire des Français, puisqu'il y a une époque où les privilèges, ça va poser problème. Donc la Révolution, c'est aussi l'abolition des privilèges et donc l'abolition de la Compagnie des Indes. Donc une histoire assez brève quand même, la Compagnie des Indes française du coup. Et alors je voulais revenir sur le terme les Indes également, parce que quand on parle de Compagnie des Indes, concrètement, où est-ce qu'on va quand on va aux Indes ? Les Indes, c'est très très vaste. En fait, les Indes, c'est l'Inde, mais c'est les Indes au pluriel. Donc vous avez l'Inde, vous avez la Chine, pourquoi pas le Japon ? Les Hollandais iront jusqu'au Japon. Donc les Indes, c'est toute l'Asie, mais l'Amérique, c'est aussi les Indes à l'époque. En fait, vous coupez le monde en deux. Au niveau de l'Afrique, vous avez les Indes de l'Est, donc les Indes orientales, et vous avez les Indes de l'Ouest, les Indes occidentales. Donc quand on parle de compagnie des Indes, on parle de compagnie des contrées lointaines, c'est-à-dire qu'on va aussi bien vers l'Asie que vers l'Amérique. Donc on va vers l'Amérique pour un commerce dont on est beaucoup moins fier par contre, le fameux commerce triangulaire, où on va chercher, donc on part d'Europe pour aller chercher des esclaves sur les côtes africaines, donc en Guinée, au Sénégal, ces esclaves que l'on va emmener en Amérique en traversant l'Atlantique dans des conditions déplorables, et on les échangera à nouveau en Amérique, dans les Antilles, en Louisiane, contre les produits du sol américain que les esclaves cultivent. Donc le tabac, le coton et le sucre, c'est ce fameux commerce triangulaire qui fait entièrement partie des activités de la Compagnie des Indes. Voilà. Il faut aussi en parler, il faut assumer aussi cette histoire-là. Voilà, ça fait partie de la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes va recevoir le monopole de la traite. Voilà. Donc il faut le savoir également. Donc voilà un petit peu pour ces premiers voyages, pour resituer le contexte historique autour de la naissance de ces compagnies des Indes.
Donc on est en 1664. Pour nous, pour les Français. Colbert vient de créer la Compagnie des Indes et il va falloir choisir un port pour construire ces navires capables de rejoindre les Indes orientales. Le premier port que l'on va choisir à l'époque, c'est le Havre. Alors pourquoi le Havre ? La présence de la Seine, tout simplement, qui permet de ramener les marchandises à Paris. Voilà. Le gros problème du Havre, on va se rendre compte très rapidement, c'est que le Havre est un peu trop proche des côtes anglaises. Voilà. Et les Anglais n'étant pas les meilleurs amis du royaume de France, très vite il va falloir choisir un port beaucoup plus stratégique, un endroit beaucoup plus stratégique pour construire ces navires, parce que la rade de l'Orient est caractérisée par une entrée très étroite et donc très facile à protéger. De plus, il y a l'île de Groix qui fait un écran de protection naturelle et c'est une rade en eau profonde. Ça veut dire que les bateaux pourront rentrer et sortir quelle que soit la marée. Et ça en fait un lieu hyper stratégique. Donc on va s'implanter à l'intérieur des terres. On va remonter un petit peu la rade et on va trouver des terres vierges qu'on appelle à l'époque les terres vaines et vagues du Fawédique. C'est ce qu'on voit ici. Alors il n'y a absolument rien à cette époque-là. C'est vraiment une presqu'île. Imaginez un marécage, imaginez des terres, des vasières, des terres incultes, insalubres, malodorantes, enfin bref, personne n'en veut. La Compagnie des Indes, elle achète ces terres au seigneur de Guémené, elle achète au départ 7 hectares de terre, c'est pas énorme, mais l'idée c'est pas de faire une ville, en fait personne n'est assez fou pour créer une ville sur un marécage, l'idée c'est de construire des bateaux, c'est tout, mais qui dit chantier dit main-d'œuvre, et donc des ouvriers qui vont venir s'installer au plus près de leur lieu de travail. Donc imaginez des petites maisons en bois, des toits de chaume, un sol en terre battue, et on s'installe de façon complètement anarchique, sans plan de rue, sans hygiène. Imaginez un petit bidonville, voilà à quoi ressemblait l'Orient au début. Et l'Orient donc va se développer au fur et à mesure de l'arrivée de ses habitants et du prestige que va prendre la Compagnie des Indes. Et vous voyez que donc au départ on a un chantier et puis des petits îlots d'habitation. Et puis une ville qui va se développer, qu'on va structurer avec un vrai plan d'urbanisme, et on va même la ceinturer de remparts. Donc l'Orient est né pour la Compagnie des Indes, a été créé par elle et n'existe que parce qu'il y a eu la Compagnie des Indes. Une très belle maquette qui vous représente le port de l'Orient dans un aspect qu'il n'a jamais eu. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait cette maquette, on l'a réalisée en fonction du plan qu'avait fait l'architecte à l'époque, Jacques V Gabriel, architecte de Louis XV, architecte prestigieux donc, mais qui va avoir les yeux un peu plus gros que les finances de la Compagnie des Indes. Donc en fait sur les bâtiments qu'on voit ici, certains ont été réalisés, d'autres non. Et de toute manière, sur ce qui a été réalisé, hélas, il n'en reste pas grand-chose, puisque l'Orient, c'est une ville qui a énormément souffert des bombardements britanniques et américains pendant la Seconde Guerre mondiale, donc avec entre 85 et 90% de destruction. Donc il reste quand même quelques bâtiments, il reste notamment la tour de la Découverte que vous voyez ici, sur sa colline, et au pied de la tour, deux petits moulins à vent, qui servait à faire le fameux pain du marin, le biscuit de mer, qu'on emmenait donc sur les navires, dans les cales des navires de la Compagnie des Indes, de manière à alimenter donc les matelots tout au long du voyage. Le pain aux asticots, ils l'appelaient. Ça se ramollissait et ça se chargeait de plein de petites créatures indésirables. Des protéines, voilà, c'est l'ancêtre du sandwich. Des protéines entre deux tranches de pain. Mais donc effectivement, vous avez donc un port, le port de la Compagnie des Indes, voilà, tel qu'il aurait pu être. d'à quoi ressemblait l'Orient avant la guerre. Voilà. Donc une ville très classique de forme, avec des rues qui se coupent en angle droit, une ville très, très 18e siècle. Alors ça, c'est un des premiers bateaux. En fait, c'est le premier bateau construit à l'Orient, qui s'appelait le Soleil d'Orient. Le Soleil fait référence à Louis XIV, évidemment. Donc c'est le navire du roi, donc un navire extrêmement prestigieux, qui a été construit par un maître charpentier hollandais, puisqu'on n'avait pas, nous, à l'époque, le savoir-faire en construction navale. Là, on est au XVIIe siècle, là, on apprendra petit à petit. Et ce navire aura un destin absolument tragique, puisqu'il va faire naufrage au large de Madagascar avec une cargaison prestigieuse à son bord, puisque c'était le cadeau que le roi du Siam destinait à Louis XIV. Et là où ça nous intéresse, c'est que le Soleil d'Orient, on n'a encore jamais retrouvé l'épave. Ça veut dire que quelque part, au large de Madagascar, il y a un véritable trésor encore, très activement cherché aujourd'hui. Voilà.
il est important pour la ville de Lorient, ce bateau, puisqu'il a donné naissance au nom de la ville. En fait, si Lorient s'appelle Lorient, c'est pas par hasard, hein, voilà. C'est que ce premier navire étant tellement prestigieux, d'après les historiens, ce qui se serait passé, c'est que les menuisiers, les pouliers, les calfats et tous ces corps de métier qui venaient travailler sur ce bateau en étaient très fiers et donc racontaient à qui voulait bien l'entendre qu'ils allaient travailler sur le soleil d'Orient. La phrase étant un petit peu longue, la phrase aurait été contractée en je vais travailler sur l'Orient, tout simplement. Donc d'après les historiens, mais aucune preuve avérée de ça, mais d'après les historiens, ce soleil d'Orient aurait donné le nom à la ville puisque c'est devenu le nom du chantier, l'Orient, et par extension le nom de la ville. Voilà pourquoi l'Orient s'appelle l'Orient. L'Orient n'existant pas avant la Compagnie des Indes. Voilà. Vous le voyez, donc on part de l'Orient. On part de l'Orient et on va faire alors, en fonction de l'endroit où vous voulez aller, vous empruntez tel ou tel bateau. C'est-à-dire que le bateau ne va pas en Inde, puis en Chine. Il y a les bateaux qui vont en Inde, il y a les bateaux qui vont en Chine. Et il y a un calendrier, vous le voyez, qui est très très précis, qui va se faire en fonction des vents, parce qu'il faut arriver au bon moment au cap de Bonne-Espérance, de manière à ce que le vent des moussons d'été vienne pousser le bateau vers les rivages de l'Inde ou de la Chine. Et donc il y a deux trajets. Donc on va commencer par le trajet qui va en Inde. Donc regardez, on part de l'Orient et on va passer quelques temps en mer, 2 semaines à peu près, et on va s'arrêter à Cadix. Alors il y a une petite erreur sur la carte, Cadix c'est de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Alors qu'est-ce qu'on vient faire à Cadix? En fait on vient chercher des piastres espagnols. C'est-à-dire que les Espagnols frappent la monnaie en argent. Ce qui intéresse les Asiatiques, en échange des marchandises, c'est l'argent, pas la monnaie, le métal dans lequel elle est frappée, l'argent. Et donc cet argent, il vient d'où? Il vient des mines espagnoles en Amérique. Donc ça montre un petit peu le début de la mondialisation. Vous voyez que la mondialisation, c'est pas si récent que ça, puisqu'on va en Espagne chercher de l'argent qui vient d'Amérique pour acheter des marchandises en Asie que l'on va revendre en Europe. Donc il y a déjà un beau circuit qui se fait à ce moment-là. Donc on continue le voyage, on peut éventuellement s'arrêter dans les comptoirs africains, donc Gorée, Saint-Louis, le Sénégal, la Guinée. Alors certes, qui sont bien entendu des endroits où on va s'approvisionner en esclaves, mais étant donné que là on va faire un voyage vers l'océan Indien, on amène des esclaves dans l'océan Indien, on en a amené, mais ce n'est pas la majorité. Normalement, on traverse l'Atlantique pour les emmener en Amérique. Donc là, admettons que l'on s'arrête pour les vivre et on continue le voyage. On va passer très très au large des côtes africaines. On vient presque longer les côtes américaines. On va passer le cap. Alors, on s'arrête rarement au cap. Ça appartient aux Hollandais. Donc, on continue le voyage. Au bon moment, au moment des moussons d'été, qui pousseront le bateau. Alors là, ça fait déjà quelques mois qu'on est en mer sans toucher terre. Il est temps de s'arrêter. L'équipage commence à être malade du scorbut. Et donc, il est très très important de s'arrêter. Et pour nous, les Français, c'est vraiment l'escale principale, c'est l'archipel des Mascareignes. Alors, il y a 2 îles principales, que sont l'île Bourbon et l'île de France. Aujourd'hui, la Réunion et l'île Maurice. Donc, on va s'arrêter 2 mois ici. C'est important, il faut vraiment que l'équipage se repose. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'histoire de ces îles. En fait, ce sont des îles désertes au XVIIe siècle. C'est sur le trajet des Français, quelle aubaine. On se dit qu'on va les coloniser de manière à avoir donc des colons qui vont cultiver la terre afin de ravitailler les navires de la Compagnie des Indes. Comment ça va se passer? Du coup, on va faire venir des Français de métropole qui vont s'installer ici. Ces gens-là sont blancs, donc il va falloir leur fournir des esclaves africains. Donc il va y avoir un premier métissage qui va se faire entre ces Européens et ces Africains. Quand il y aura l'abolition de l'esclavage, la main-d'œuvre ne pourra plus venir de l'Afrique. Elle va venir de l'Inde toute proche. Et ça explique le très beau métissage qu'on a aujourd'hui sur les Mascareignes, donc surtout sur l'île Maurice, en fait, avec une population qui est ni tout à fait asiatique, ni tout à fait européenne, ni tout à fait africaine. Un beau mélange. Donc on continue le voyage. Alors regardez, Mocha, ça faisait un sacré détour finalement pour aller s'approvisionner en café. En café arabica. Donc on trouve un moyen, on va l'acclimater sur l'île Bourbon, à la Réunion, puisque il se trouve que le café s'acclimate extrêmement bien sur l'île de la Réunion. Donc c'est sur le trajet, c'est formidable, plus besoin de faire ce grand détour jusqu'à Mocha. On pourra rejoindre directement les rivages de l'Inde
Et alors vous allez choisir votre comptoir en fonction des marchandises que vous voulez acheter. Si vous voulez des épices ou des tissus colorés, vous allez plutôt aller au sud de l'Inde. Et pour nous les Français, c'est vraiment cette côte, la côte est de l'Inde, la côte de Coromandel. Et le comptoir principal, où les marchandises qu'on achète dans les autres comptoirs convergent sur ce comptoir qui est Pondichéry. Ou alors, vous voulez de belles mousselines, de belles cotonnades blanches, vaporeuses et transparentes. Alors là, il vous faudra remonter dans la province spécialisée dans la confection de ces étoffes. Et cette province, c'est le Bengale. Donc vous devrez carrément remonter un bras du Gange, qu'on appelle l'Ougli, pour rejoindre le comptoir de Chandernagore. Chandernagore, ça fait un peu rêver quand même. C'est très évocateur. Voilà. Donc là, on a fait ce petit voyage vers l'Inde, plus ou moins confortable. On a perdu 15% de l'équipage. Hein, quand je dis confortable, tout est relatif, évidemment. Hein. 15%, c'est raisonnable. On part de l'Orient pour aller en Chine maintenant. Et vous allez voir, c'est très simple. On va faire un trajet direct jusqu'à Canton. Les escales sont rares pour la Chine. On passe quasiment un an en mer sans toucher terre. Et donc, la perte de l'équipage est assez énorme, étant donné qu'on va avoir du mal à se ravitailler en produits frais. Donc, on meurt essentiellement du scorbut sur ce voyage. Un tout petit peu au milieu. Les vents ne le permettent plus, en fait. C'est en fonction des vents et en fonction d'un calendrier bien précis, parce qu'effectivement, alors oui, ça c'est très important, il faut être revenu à temps. Surtout, il faut être revenu à l'Orient avant les 15 premiers jours d'octobre, parce qu'il n'y a pas plusieurs ventes par an, il y en a une et une seule qui a lieu, donc les grandes ventes annuelles pour la France, c'est les 15 premiers jours d'octobre. Donc il faut absolument être revenu avant pour vendre les marchandises exotiques à ces grandes ventes aux enchères qui vont attirer donc des marchands de France, voire d'Europe entière, hein, donc des Parisiens, des Nantais. On vient également vraiment de la France entière, on vient même de Suisse, de Genève, des Flandres, et il faut absolument vendre. La Compagnie des Indes françaises étant plus petite, moins puissante que l'anglaise et la hollandaise, il faut absolument vendre avant les autres. Voilà. Et donc, ça permet d'attirer les marchands d'Europe entière à l'Orient pour acheter les marchandises avant celles des autres compagnies des Indes. On s'est aperçu, quand on a fouiné un petit peu dans les archives, qu'il y avait énormément de ventes de textiles, bien plus que de la porcelaine, et notamment des cotonnades qui rappellent vraiment les grandes ventes. Hein, c'est l'essentiel des cargaisons des navires de la Compagnie des Indes à l'époque, le coton. C'était extrêmement important. Voilà. Avant les épices. Avant les épices, pendant une certaine période, hein, parce qu'il va y avoir une prohibition. Justement, je vais vous parler de ça. Donc là, on a des étoffes qui sont incroyablement belles. L'état de conservation est remarquable. Hein, vous voyez comment les couleurs sont encore chatoyantes, hein, malgré que ces tissus aient environ 250 ans. Donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un palampore. Un palampore, en hindi, ça signifie couvre-lit. C'est des tissus d'ameublement, si vous voulez, hein, qu'on va mettre souvent en tenture murale. C'est exceptionnellement beau. Et donc en fait le coton, donc ces cotonnades, ce qu'on appelle les indiennes aussi, hein, vont débarquer donc dans les ports français au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, à une époque où certes on connaît la soie, mais qui est réservée à la noblesse, à la haute bourgeoisie, une certaine élite, comment s'habille à l'époque le commun des mortels. Hein. Donc on est dans une époque où on s'habille de lin, de chanvre, de laine, des tissus qui, il faut bien l'avouer, ne sont pas forcément très agréables à porter, c'est un petit peu rêche, directement sur la peau ça gratte, c'est pas facile à laver, c'est pas facile à teindre, les couleurs ne résistent pas bien au lavage, ça ne sèche pas rapidement, bref, le coton débarque dans les ports français avec toutes ses vertus. Voilà. C'est doux. C'est hypoallergénique, on peut le porter directement sur la peau, c'est facile à laver, les couleurs résistent
à la lumière, résiste au lavage répété. Bref, c'est une véritable révolution. Et ce qui va se passer, c'est que plus personne ne veut porter du lin, du chanvre, de la laine. Donc les industries textiles locales, les éleveurs de moutons, les cultivateurs de lin, de chanvre, les tisserands qui travaillent ces matières locales vont tomber dans la misère. Donc le gouvernement va s'en mêler évidemment et va interdire l'importation des indiennes, des tissus de coton imprimés, colorés. Alors ce qui va se passer, ça va avoir deux conséquences. La première, c'est que la Compagnie des Indes risque de faire faillite. Voilà. La deuxième, c'est qu'il va y avoir, les conséquences, ça va être quoi? Ça va être la contrebande qui va se faire autour de ça, puisque évidemment tout le monde en veut de ces tissus. Hein. Donc, afin de ne pas que la Compagnie des Indes ne tombe pas en faillite, finalement le roi décide de ne pas interdire l'importation, mais d'interdire la vente. Donc, c'est-à-dire que les tissus débarquent dans les ports français. On n'a pas le droit de les vendre. Donc, il faut ramener la preuve qu'on les a réexpédiés vers d'autres pays. Et on va les expédier, alors les toiles les plus grossières, on va les expédier essentiellement vers l'Afrique. Ça va nous donner une monnaie d'échange pour les chefs africains. Voilà. C'est-à-dire que les tissus, souvent c'est des tissus bleus, de facture assez grossière hein, finalement, on va les échanger contre les esclaves. Voilà. Aux chefs africains arrivés donc, sur les côtes du Sénégal et de Guinée. Les autres indiennes, on va les réexpédier vers d'autres pays européens, mais également ou vers les colonies, hein, c'est-à-dire vers l'Amérique. Mais il y en aura énormément qui seront vendus sous forme de contrebande. Une contrebande qui va être absolument énorme, parce que faut imaginer que tout le monde veut des cotonnades comme ça. Donc le gouvernement va sévir, hein, il va y avoir on est puni de galère, on peut punir de la peine de mort hein, en cas de récidive. Il y avait même un texte de loi qui autorisait à arracher les vêtements des femmes si elles portaient des cotonnades en public. On pouvait leur arracher leurs vêtements en public. Hein. Il y a des lois qui vont se durcir, mais qui pourtant ne mettront pas fin à cette contrebande. Parce que voilà, ces cotonnades attirent tellement. Et on comprend quand on voit la beauté de ces tissus, l'engouement que ça a suscité. Et donc finalement, la loi n'était pas respectée. Dans les cours, à la cour de France, dans les familles royales, on exhibait publiquement, de toute manière, ces tissus prohibés, c'est-à-dire que la loi n'était pas respectée par les législateurs. Voilà. Et donc finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va lever cette prohibition à la fin du XVIIIe siècle, et ça donnera aussi, ce sera l'occasion pour les Français et les industries françaises de travailler cette matière qu'est le coton, qu'on ne connaissait pas bien, qu'on ne pouvait pas cultiver déjà puisque le climat ne le permettait pas, qu'on ne savait pas tisser de manière uniforme, de manière à avoir une planarité parfaite, et surtout on ne connaissait pas les secrets d'impression sur étoffe, les secrets qui font que cette couleur, elle va résister au lavage répété, qu'elle va résister à la lumière, et donc le fait de lever cette prohibition va permettre aussi la recherche autour de ces cotonnades, et donc les indiennes vont emmener aussi avec elles, vont voyager aussi les savoir-faire, et petit à petit nous aussi on va s'approprier ces méthodes de fabrication. Par la suite. Mais tout cela vient d'Inde au départ. C'est l'histoire de Gajendra Moksha. Donc c'est je ne sais pas si vous voyez, donc il y a l'arbre de vie, hein, donc c'est l'arbre de vie qui représente a priori un camélia, parce que nous on avait envie aussi d'avoir ces espèces exotiques. Alors c'est un camélia un peu stylisé, hein, mais ces espèces exotiques qui vont aussi peupler nos jardins, hein, comme je vous expliquais, en plus des épices, en plus des porcelaines et des textiles, il y a aussi les plantes exotiques qui vont débarquer dans les ports et qu'on va acclimater dans nos jardins, donc le camélia, le magnolia et toutes ces fleurs qui font pâlir nos plus belles roses. Et donc on a envie aussi de les représenter sur les palemports et de les avoir aussi pour nous. Donc on va demander aux Asiatiques de faire ça pour nous. C'est-à-dire que ça, c'est des tissus qu'ils ne font pas pour eux, les Asiatiques, c'est des tissus qu'ils font pour nous. C'est des tissus d'exportation. Et on le voit, alors certes, on peut voir quelque chose d'assez exotique avec l'arbre de vie, les 1000 oiseaux, les 1000 fleurs, une iconographie qui est assez asiatique. Mais pourtant, si vous regardez la frise de chaque côté, les bordures, vous allez voir que c'est des petites guirlandes de fleurs et des petits nœuds
très Louis XV finalement, très voilà. Et donc ça, c'est fait à la demande des Européens. Les Asiatiques vont copier les motifs qui plaisent aux Européens. Donc c'est du métissage, c'est un objet métissé. Les humains vont se mélanger, enfin, je veux dire, il va y avoir du métissage dans les populations, comme à l'image de la Réunion, de l'île Maurice, et il va y avoir du métissage dans les objets aussi. C'est cette rencontre, en fait, ces objets, ils parlent de cette rencontre entre les Européens et les Asiatiques. Les Européens vont être fascinés par les Asiatiques, mais les Asiatiques vont être aussi fascinés par les Européens. Et donc, dans les objets, on retrouve des influences et orientales et occidentale. Et c'est le cas ici. Et de temps en temps, donc, les Indiens vont placer dans les tertres et les paysages qu'ils représentent des légendes à eux, des légendes de leur propre religion. Et donc là, on a la légende de Gajendra Moksha. Gajendra Moksha, c'est l'éléphant. Vous voyez, il y a un éléphant efflanqué, on dirait un peu un éléphant lévrier, un éléphant croisé à un lévrier. Alors pourquoi il est si efflanqué ? C'est parce qu'il s'est fait dévorer l'estomac. Il s'est fait dévorer l'estomac par le crocodile que vous voyez. Le drôle d'animal à écailles, c'est un crocodile. Hein. Et donc, c'est l'histoire de Gajendra Moksha qui vient boire. C'est pour ça qu'on a ce tertre un peu aquatique, vous voyez, avec des poissons, des crabes et des petits coquillages. Il vient boire avec sa harde, hein, c'est le chef des éléphants. Il vient boire avec sa harde et il va donc se faire dévorer l'estomac par ce crocodile. Et la lutte dure, on dit, cette lutte dure une éternité. Et Gajendra Moksha va prier Vishnu pour qu'il lui vienne en aide, et Vishnu va exaucer sa prière et donc va le sortir de ce mauvais pas. Et finalement, c'est une petite, voilà, finalement, ça fait partie de la culture des Indiens qui vont la placer ici dans un palampore réservé aux Européens. Alors pour nous, quand ces palampores ils arrivent en France, on ne sait absolument pas ce que représente cet éléphant efflanqué et ce drôle d'animal à écailles, mais c'est pas grave, c'est délicieux, c'est joli, c'est décoratif, c'est exotique et ça nous convient très bien. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment un métissage. Un syncrétisme, voilà, qui va se faire avec les Asiatiques aussi. Donc des objets très très intéressants et assez uniques en cela. Voilà. C'est pas ce qu'on va trouver en Asie, c'est encore autre chose. C'est les marchandises de la Compagnie des Indes qui sont forcément un petit peu mélangées, un petit peu métissées. Donc ça c'est très intéressant aussi. Donc on a ce qu'on appelle donc les palampores, hein, ça je vous en ai parlé, donc le tissu plutôt d'ameublement, hein, tenture murale, où on a donc les tissus dans lesquels on va confectionner des vêtements, voilà, comme ce magnifique manteau à la persane, hein, très 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 beau. Ce fragment de jupe, hein, ça c'est un fragment de jupe aussi, voilà, donc, qui est ici en fond. Et donc ça, ce sont les tissus colorés. Vous avez également les mousselines. Alors les mousselines, qui elles n'étaient pas prohibées, hein. Elles pouvaient être vendues, les mousselines, donc les tissus blancs, de coton blanc, à condition de les marquer. Voilà, il fallait qu'elles soient marquées. Donc on connaît leur provenance. Donc là, on a de magnifiques robes en mousseline, alors qui sont ces tissus blancs, très vaporeux, très légers, très agréables à porter. On les appelle mousselines car elles ont des petites aspérités à la surface qui font penser à de la mousse. Elles sont connues depuis très longtemps, elles sont connues depuis l'Antiquité et elles passaient par les routes de la soie, elles alimentaient l'Empire romain. Les Romaines adoraient ces robes de mousseline, elles appelaient ça les courants d'air tissés. C'est très joli et très représentatif. Et c'est vrai que les agents de la Compagnie des Indes, quand ils découvrent ces tissus, notamment Robert Schey, qui est un des écrivains de la Compagnie des Indes, écrit quelque chose de très beau. Il dit que quand on porte ces mousselines, il est malaisé de savoir, tellement elles sont légères, si on est nu ou si on est vêtu. Voilà. Et c'est vrai que c'est très très beau et ça va beaucoup plaire aux femmes après la Révolution, à l'époque où elles vont enfin pouvoir se débarrasser de ces lourds corsets et laisser leur corps libre et présenter leur forme finalement dans des tissus très légers, avec cette mode très Premier Empire, hein, où on a la ceinture sous les seins à l'époque. Et comme ces mousselines, elles sont un petit peu trop légères et un petit peu transparentes, il fallait cacher, donc le comble de l'élégance c'était de cacher ses épaules et sa nuque sous un somptueux châle de cachemire, qui est aussi une des richesses de l'Inde. Voilà.
Donc on peut peindre tout simplement à main levée avec donc, le calame, voilà, qui est cette petite réserve de peinture, en fait, avec un petit réservoir si vous voulez, et qui permet donc de faire ces fonds, ce qu'on appelle ces fonds vermiculés à main levée. Voilà, donc un travail de longue haleine. Et la technique la plus répandue, c'est l'impression au tampon. Donc on va utiliser des tampons en bois dur, c'est généralement du bois d'ébène, du bois très, très dur, très lourd. Et sur ces tampons, on va appliquer, donc c'est ce qu'on ne maîtrise pas en Europe à l'époque, le mordant. Le mordant qui fait que la couleur, elle va rester, elle va intégrer, s'imprégner dans le tissu. Le mordant, c'est généralement un mélange de fer, d'oxyde de fer et d'alun, la pierre d'alun, que l'on va mélanger parfois c'est moins glamour, mais ça peut être de l'urine, ça peut être de l'excrément. Et c'est donc ce mordant que l'on va appliquer sur l'étoffe à l'aide de ces tampons. Ce n'est pas la couleur que l'on met sur le tampon, c'est le mordant. Donc on va appliquer le mordant sur l'étoffe. Ça va vous donner un décor un petit peu en filigrane, si vous voulez. Et cette étoffe, vous allez la plonger dans un bain de teinture. Donc en fonction de la couleur que vous voulez, vous allez utiliser différentes plantes tinctoriales. Nous, en Europe, on connaissait le pastel à cette époque pour le bleu, qui va nous faire un bleu pâle. Mais le pastel, il va faire pâle figure face à l'indigo des Indes. Et donc, effectivement, une fois le mordant appliqué sur l'étoffe, on va plonger cette étoffe dans un bain de teinture, donc un bain de garance pour le rouge, un bain d'indigo pour le bleu, un bain de curcuma pour le jaune. Le curcuma était souvent appliqué à main levée, puisqu'il tient moins bien. Il résiste moins bien au temps. Et donc, effectivement, la couleur qu'on va faire en premier, généralement, c'est le rouge, c'est la garance. Donc, on met le mordant sur le tampon, on va l'appliquer sur l'étoffe et on va plonger cette étoffe dans un bain de garance. Le rouge ne se sera imprégné qu'aux endroits où vous avez mis le mordant. Admettons que vous voulez rajouter sur votre étoffe du bleu. Eh bien, à ce moment-là, il va falloir mettre de l'indigo, faire un bain d'indigo. Le problème, c'est que l'indigo ne fonctionne pas avec le mordant. Donc, pour ne pas teindre les parties déjà colorées en rouge, il va falloir mettre une réserve de cire sur tous les endroits déjà colorés, afin d'appliquer ensuite l'indigo. Et donc, ça vous donne du rouge et du bleu. Après, vous pouvez rajouter du curcuma éventuellement pour avoir du jaune, ou le mélanger à de la garance pour avoir donc de l'orange. Et après, on va jouer tout simplement avec les différentes couleurs primaires. Mais vous le voyez, quand on regarde les étoffes aujourd'hui, on le voit très très bien, c'est essentiellement le bleu et le rouge qui ressortent. Parce qu'on n'avait pas trouvé encore, même les Asiatiques à cette époque-là, le moyen de faire tenir le curcuma vraiment au temps. Donc aujourd'hui, ce qui ressort, c'est vraiment le rouge et le bleu, et qui ressortent vraiment, par contre. Voilà, oui, c'est très visible aussi sur le manteau à la persane. Et donc des procédés que l'on va apprendre à force d'espionnage en Inde, alors au début, ça va commencer avec les Arméniens, puisque les techniques vont se déplacer, si vous voulez, d'est en ouest, finalement, et vont à travers aussi l'Asie centrale, se déplacer à travers la Perse, et ce sont finalement les Arméniens. Pourquoi les Arméniens ? Parce que les Arméniens sont chrétiens, et donc ils vont plus facilement s'intégrer en Europe. Et ils débarquent sur un port franc, qui à l'époque est le port de Marseille. Et donc c'est à Marseille qu'on va faire les premiers essais, les premières recherches, en Provence en tout cas, sur l'impression de textiles, si vous voulez, et notamment dans le Vaucluse, où on acclimatera la garance aussi, donc on va faire des moulins à garance, et on va commencer à maîtriser cette production en Provence, à Marseille et en Provence. Et aujourd'hui l'héritage, c'est les fameux souleyado, voilà, ces tissus provençaux. Voilà. D'un autre côté, donc ça c'est à Marseille. Remontons vers le nord de la France, vers l'est, le nord-est de la France, il y a une république indépendante, qui est Mulhouse à l'époque, qui sera rattachée par la suite à la France. Et donc étant donné que c'est une république indépendante, elle n'est pas soumise à la prohibition des textiles, à pouvoir faire des recherches aussi plus facilement. Et donc on aura une première manufacture d'impression sur étoffe à Mulhouse. Aujourd'hui, il y a un fabuleux encore musée d'impression sur étoffe à Mulhouse, voilà, qui est l'héritage aussi. Et
Et donc dès que la prohibition sera levée, la prohibition va être levée en 1759, l'année d'après, un certain Oberkampf vient s'installer en France, en région parisienne, et on va lui donner donc des terres à Jouy-en-Josas. Et ça donnera la fameuse, la célèbre toile de Jouy, qui est aussi l'héritage. Alors, la toile de Jouy, nous, on connaît les fameux monochromes avec les petits paysages champêtres, etc., parce que c'est ce qui est resté célèbre de la toile de Jouy. Mais la toile de Jouy, ça a d'abord été ces motifs asiatiques, un petit peu, les indiennes. Ça a commencé avec ça. C'est d'abord ça. On a oublié que la toile de Jouy a commencé avec ces motifs-là, et c'est devenu par la suite les petites peintures de Huette qu'on connaît, voilà. Aujourd'hui, qui est très représentatif de la toile de Jouy. Mais ça, c'est vraiment les héritages français des indiennes asiatiques, voilà, importées par les compagnies des Indes. Donc. Alors, donc on est sur le port de Canton dont on ne connaît que ça, en fait, de la Chine, puisque quand les Européens débarquent en Chine, les Chinois, qui ont une culture assez raffinée, considèrent les Européens comme les pires barbares du monde. Hein. Ils ne veulent pas nous laisser accéder sur le territoire de la Chine. Ils craignent beaucoup de choses, mais entre autres nos religions, notre culture. Et donc ils vont nous laisser un quai, juste un quai. Donc on va pouvoir s'installer, s'implanter sur ce quai de Canton. Ce quai de Canton, il fait 350, 400 mètres, pas plus. Sur ce quai sont rassemblés tous les entrepôts des pays qui possèdent une compagnie des Indes. Vous voyez que chacun a son entrepôt avec son drapeau. Hein. Donc nous, on est là avec notre drapeau français à l'époque, hein, puisque la Révolution n'est pas encore arrivée. Donc le drapeau est blanc. Derrière ces entrepôts, imaginez comme une immense muraille. Et derrière cette muraille, la ville de Canton, où on n'a pas accès. Hein. Ce sont les Chinois qui vont faire le relais entre la ville et le quai. Nous, on reste à Canton, on y reste 6 mois, l'escale à Canton dure 6 mois. Et pendant 6 mois, on est bloqué sur un quai qui fait 400 mètres. Vous connaissez l'expression être cantonné. Bon, ben voilà, ça vient de là. Voilà, on était bloqué sur le quai de Canton, donc on allait chercher du thé, on allait chercher de la soie, un petit peu, et de la porcelaine. Alors la porcelaine, ça va beaucoup nous plaire, parce qu'on ne sait pas la faire. À cette époque-là, j'entends. On apprendra. Pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas trouvé le secret qui fait que cette céramique que l'on sait faire, cette faïence, elle est ce côté translucide que possède la porcelaine. Et le secret, il est tout bête en fait. Quand on l'a appris, on s'est arraché les cheveux, hein, puisque de la porcelaine, on aurait pu en faire depuis bien longtemps. Le secret, c'est le kaolin. Et du kaolin, on a des gisements de kaolin en France. Hein. Mais bon, on ne connaît pas le secret. Les Chinois, eux, le connaissent depuis le 9e siècle. Donc c'est un savoir-faire qui est très ancien chez eux. Donc on n'a pas le choix finalement. Hein. Cette porcelaine, on va l'acheter aux Chinois. Elle est très très belle. Mais les motifs chinois, au bout d'un moment, nous, on va préférer, encore une fois, des choses beaucoup plus occidentales. Les petits dragons, au bout d'un moment, on préférerait des petites fleurs. Eh bien, vous allez me dire, ce qui est formidable avec les Chinois, c'est toujours le cas, c'est qu'ils s'adaptent. Les Européens veulent des petites fleurs, c'est pas un problème, on va leur faire des petites fleurs. Et en fait, toutes les porcelaines qui sont ici sont relativement uniques finalement, parce que si vous allez en Chine, vous ne trouverez pas ça. Ça, c'est ce qu'ils ont fait pour nous, selon nos goûts à nous. C'est de la porcelaine d'exportation. Et c'est ce qu'on appelle la porcelaine de la Compagnie des Indes. D'ailleurs, elles ont souvent des petits défauts, hein, des petits défauts de cuisson. Voilà. Ça non plus, vous ne verrez pas en Chine. Les Chinois n'auraient jamais accepté ça. Ça, c'est la porcelaine pour les barbares. Hein. Voilà. Elle est très belle, hein. Elle est belle quand même, mais il faut bien imaginer que c'est pas forcément les trésors que l'on imagine. Si vous allez en Chine, elle est plus belle, hein, que celle-ci. Et alors, vous avez vraiment toutes sortes de choses. Les Chinois vont pouvoir faire des armoiries donc sur les fameux porcelaines, dans ce qu'on appelle les bleus et blancs, donc des motifs. Voilà. Je parlais du pétissage tout à l'heure, mais on le retrouve aussi sur les porcelaines. Si on regarde donc le plat là tout en haut, vous avez donc, si vous regardez le pourtour de l'assiette, vous avez des Chinoises, hein, habillées donc de manière traditionnelle sur le pourtour. Et au milieu,
qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve des Européens vêtus les coiffures à la Fontange, hein, vous voyez, donc vraiment les coiffures à la mode au règne de Louis XIV. Et donc on retrouve vraiment finalement encore une fois ce métissage, même à l'intérieur d'un même objet, hein, comme les palemports qu'on a vus tout à l'heure. Et alors moi je voulais vous montrer un objet vraiment unique, qui est celui-ci, qui est donc une Vierge Marie et l'enfant Jésus. Voilà. Alors, encore une fois, là, on va parler de métissage, de syncrétisme, parce que finalement, cette Vierge, les Chinois ne sont pas chrétiens, mais bon, si nous on veut ça, ils vont nous le faire. De toute manière, il y a des choses qui sont assez semblables dans leur religion à eux aussi, donc c'est un certain syncrétisme. Et donc cette Vierge Marie et son petit Jésus, c'est vrai qu'ils ont pour nous des visages un petit peu inhabituels. Voilà, faut bien avouer qu'elle a des traits asiatiques, cette Vierge Marie. Elle a les yeux bridés. Et donc on peut se demander, on se dit, mais alors comment ça se passe? Eh bien c'est très simple, les ateliers de porcelaine sont à Qingtouchen, à 900 km de Canton. Nous on est bloqués sur le quai de Canton. L'artisan qui a fait ça, il a certainement jamais vu un Européen de sa vie. Donc comment ça va se passer? Eh bien, finalement, nous, quand on fait une commande, parce que ça c'est la commande d'une église, hein, les Européens arrivent sur le quai de Canton, comment vont-ils expliquer aux Chinois, à 900 km de là, de faire une Vierge Marie et un enfant Jésus, les Chinois qui ne sont pas chrétiens. Donc ils vont donner un modèle, ils vont donner une petite gravure cette fois, donc une petite gravure qui va voyager à travers la Chine. Je ne sais pas ce que doit se dire l'artisan qui reçoit la gravure, qui n'a jamais vu d'Européen. Alors est-ce qu'il se dit oh là là, les Européens sont très laids, ou alors est-ce qu'il se dit oh là, c'est très mal fait? En tout cas, il se dit sans doute je vais arranger ça. Donc il fait ce qu'on lui demande, mais c'est vrai qu'il le fait avec ses références esthétiques à lui. Voilà. Et donc on se retrouve avec un objet métissé, là pour le coup, vraiment, une Vierge Marie chinoise et un petit Jésus qui ressemble à un petit Bouddha. Et moi j'aime beaucoup cet objet, je le trouve très, très amusant, je le trouve très émouvant aussi, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre entre deux cultures très différentes, des religions très différentes aussi, c'est un beau modèle de tolérance. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que c'est une commande de l'église de Guerne. Alors Guerne, c'est à côté de Pontivy, donc c'est vraiment dans le centre Bretagne, hein, c'est dans la campagne bretonne. Et j'imagine la tête des paroissiens de Guerne quand ils ont reçu leur commande. Voilà. Ils ont dû se demander ce qui s'était passé en cours de route. Et en fait j'imagine l'étonnement aux deux bouts du monde. J'imagine l'étonnement de cet artisan chinois dans sa province chinoise de Qingtouchen qui n'a jamais vu d'Européens. Et j'imagine l'étonnement de ces paroissiens à Guerne quand ils ont reçu une fois la commande livrée. Voilà. Donc c'est vraiment un objet unique pour ça aussi, qui appartient encore à l'église de Guerne aujourd'hui, qui est en dépôt au musée. Et donc voilà, vraiment un objet qui est très représentatif de tout ce que je viens de vous dire en fait dans ce musée. Voilà, ce qui rassemble, c'est l'histoire d'une rencontre, c'est vraiment ça. Donc les Européens ne maîtrisent pas le secret de la fabrication des porcelaines. Et donc c'est le kaolin tout simplement, hein, c'est le secret, sauf que nous on ne le maîtrise pas, les Chinois nous ont jamais livré leur secret évidemment, et ce sont les Allemands qui les premiers vont trouver le secret. Un dénommé Böttger, chimiste à l'époque, qui va travailler d'arrache-pied, qui va enfin découvrir le secret des porcelaines et qui mourra, d'ailleurs c'est digne d'un roman, qui mourra très très jeune, avant 40 ans, je ne sais plus l'âge exact, d'une maladie mentale, parce qu'enfermé dans son secret, évidemment, on va l'enfermer dans une prison, alors une prison dorée, certes, les lecteurs de Saxe va vraiment le maintenir confiné de manière à ce que le secret soit le mieux gardé possible. Et ça donnera la porcelaine de Meissen, la très belle porcelaine de Meissen, qui est la première porcelaine européenne. Et donc les Français, eux, achèteront le secret beaucoup plus tard. Voilà. Et ils vont trouver un gisement de kaolin à Saint-Thirier, donc à côté de Limoges. Et donc la première porcelaine française, c'est la porcelaine de Limoges. Et puis après, ça va évidemment s'égrener, la porcelaine de Sèvres, etc. Voilà. Mais au départ, ce sont les Allemands qui ont trouvé le secret de la porcelaine en Europe. Ouais, Meissen, voilà, au départ.
Mais ça vient pas de, c'est pas les Chinois, ça vient pas de l'espionnage, hein, c'est à force de recherche chimique qu'on a réussi à découvrir le secret de la porcelaine.